Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. 40e jour de compétition. Eh bien, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans la journée. Je vous précise que demain, j'essaye de faire la vidéo avec le point de 15 heures. Donc, j'essaye de la sortir vers 17h30, 18h. Ça serait mon objectif. Comme ça, dimanche, je la sors à peu près à la même heure aussi. Parce que lundi, il va falloir que je fasse la vidéo plus tôt. Donc elle sera sortie avant midi parce que ça va être avec le point de 7h. Je peux pas attendre le point de 11h parce que j'ai beaucoup de trucs à faire dans l'après-midi. Et donc normalement, mardi, pas de vidéo pour le 24 décembre. À part miracle de la veille de Noël, normalement il n'y aura pas de vidéo. Par contre, il y aura une vidéo de cyclisme le 23, ça c'est sûr. J'aimerais bien en mettre une le 22 aussi, mais ça sera peut-être pas possible. Donc sinon, ça sera le 25. Enfin voilà, je verrai comment je me débrouillerai pour les vidéos cyclisme, mais il y en aura aussi la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche. En plus, c'est bien, ça me permet de me soutenir parce que plus vous cliquez rapidement sur une miniature, sur une notification juste après la mise en ligne d'une vidéo, et bien plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Deuxième moyen de me soutenir, ça c'est seulement et seulement si vous en avez les moyens. Vous pouvez faire un super thank. Je remercie les gens qui le font. On commence tout de suite avec la journée et avec les conditions météo. Nous sommes donc dans le Pacifique. Pour maintenant une grande partie de la flotte, ça commence à arriver pour de nombreux concurrents. Les bateaux de tête, eux, ont toujours du vent intéressant. Ça va avec peu de mer, donc ça c'est l'idéal. Donc ça permet de faire avancer les bateaux et vous voyez que la situation va pas beaucoup bouger dans les heures à venir. La mer va rester assez plate, donc ça va leur permettre d'avancer pas mal et donc de garder des bonnes moyennes dans les heures à venir. Ça va commencer un peu à se dégrader dans 24 dans 24 heures, dans une journée. Donc demain, normalement, ça devrait un peu se dégrader avec un peu plus de mer. Mais derrière, ça sera pas beaucoup mieux. Donc on devrait garder les écarts. De toute manière, ce que disait Johan Richomme, c'est que jusqu'au Cap Horn, normalement, les écarts devraient rester assez stables selon ses calculs. Avec l'arrière de la flotte avec Thomas Ruyant, ça va être compliqué, on va dire, pour Thomas Ruyant de revenir avant le Cap Horn sur les hommes de tête et de refaire un petit peu son retard. Donc ça, c'est la situation pour les hommes de tête. La situation derrière, donc vous voyez, le vent assez fort. Donc on essaye de faire avancer les bateaux, on essaye d'être dans de la mer un peu moins forte, donc on essaye de remonter un petit peu. C'est ce qu'essaye de faire Bayou, Lunven, en ce moment Richomme, un petit peu toute la flotte essaye de remonter. Ce qui n'est pas évident, comme vous pouvez le voir, mais on essaye de remonter dans de la mer un petit peu plus calme dans les heures à venir pour éviter le gros du vent. Mais c'est pas de la mer plate, très clairement, donc ça avance un peu moins vite que devant, où on est dans de la mer un petit peu plus calme. Pour le moment, donc c'est ce qui fait ces différences de vitesse. Il y a aussi pas mal de manœuvres pour les concurrents, comme vous le voyez, Thomas Ruyant, mais Lunven, ou encore Jérémy Bayou ont fait pas mal de manœuvres. Bestaven en a fait beaucoup. Donc forcément, quand vous faites des manœuvres, vous perdez un petit peu sur vos moyennes. Et ce qui fait que vous perdez du temps. Et vous voyez, celle qui s'en sort bien au final, c'est Justine Métro, parce qu'elle a fait peu de manœuvres, donc elle a fait pas mal de 1000. Vous savez, par rapport à un Bestaven, elle fait quasiment 100 000 de plus. Et oui, donc c'est elle qui tire un petit peu les marrons du feu de la situation, parce qu'elle a eu moins de mer aussi, tout simplement. Donc derrière, ça tape, mais pas autant que dans le groupe des navigations auprès. C'en est terminé même de la navigation auprès pour Clarisse Kremer et Samantha Davis. Donc là, elles vont se retrouver de nouveau avec du vent plutôt bon dans les heures à venir. Mais vous voyez que la situation, c'est quand même un sacré chantier là. C'est difficile de savoir où est la route idéale. Très clairement, il y a encore une zone de molle, donc c'est un enfer, c'est un cauchemar vraiment pour ce groupe-là. Dutreux va aussi pouvoir changer de direction, c'est peut-être lui qui va réussir à remonter sur Kremer et Samantha Davis. Ça va être très compliqué pour Romain Attanasio encore. Jérémy Bayou, ça va être dur. Et pour les bateaux à dérive droite, là aussi, ça va se complexifier énormément dans les heures à venir. Parce que je pense que il va falloir attendre la prochaine dépression. Et que la prochaine dépression n'arrive pas tout de suite.
donc ils vont avoir du mal à avancer. Ce qui va permettre aux bateaux de l'arrière, enfin derrière, un petit peu derrière du côté des bateaux à dérive droite, de peut-être réussir à trouver la solution. Mais vous voyez que là, c'est quand même un peu un calvaire par rapport à ce qu'ont eu les bateaux de tête, où il n'y avait pas du tout de zone de molle, où ils ont pu passer d'un système à un autre, on va dire, très facilement. Même le groupe Thomas Ruyant, la dernière, c'est un calvaire. Il n'y a pas un front qui arrive à tenir, à rentrer dans le Pacifique. Donc, c'est très, très, très compliqué. Il n'y a pas une solution facile. Voilà, très clairement. Donc, là, pour tout vous dire, je ne sais absolument pas quelle est la bonne option. Est-ce qu'il faut se mettre un petit peu plus nord ou est-ce qu'il faut se mettre un petit peu plus sud pour les bateaux à dérive droite? Je ne sais absolument pas. Mais je pense que ça va être compliqué, voilà, pour les concurrents, que les moyennes ne vont pas être folles et que l'écart va augmenter entre Clarisse Kremer et Justine Métro. Et que ça sera un écart qui sera irrécupérable. Donc pour que Clarisse Kremer maintenant rentre dans le top 10, grosso modo, il va falloir attendre qu'il y ait des abandons, voilà, devant, parce que sinon ça sera quasiment impossible. Hein. Je vois pas... Enfin, je pense que les écarts vont encore grandir demain. Je vois difficilement comment les écarts vont se réduire d'ici la fin du Pacifique. Donc on va voir, hein, mais je vois difficilement comment la situation peut se rétablir. Et du côté des bateaux à dérive droite, bah, vous voyez que là c'est aussi un calvaire, donc ça va revenir de l'arrière. Ça va être intéressant pour des Sébastien Marcet, pour des Conrad Coleman, pour Eric Bellion aussi, qui vont peut-être pouvoir en profiter. Mais ouais, là la situation c'est un vrai calvaire. Alors ça s'améliore un peu au bout d'un moment, mais bon, ouais, ça reste difficile, hein. Ça reste très très difficile, je trouve. Donc, eux, ils vont passer un Noël à se creuser la tête et devant, bah, ça va s'envoler et continuer de s'envoler. Enfin, c'est un peu le résumé de ce Vendée, hein, c'est que plus t'es devant, plus t'as du vent, plus t'as une situation favorable quasiment depuis le départ. Où les concurrentes devant, depuis le poteau noir, ont toujours une situation qui est plus favorable que les concurrentes derrière. Tu t'aperçois que Sébastien Simon, Richaume, d'Alain étaient dans le groupe de tête à la sortie du poteau noir. Et en fait, les écarts se sont faits à la sortie du poteau noir. C'est comme ça que les groupes se sont échappés. Ils étaient dans le top 5 au poteau noir. Hein. Donc c'est ce qui a fait la différence. Il fallait être dans le top 5 au poteau noir. C'est assez rare, hein, d'avoir une course comme ça qui en fait s'est décidée assez tôt. Alors on va voir la remontée de l'Atlantique Sud, hein. Mais maintenant il faut espérer. Faut espérer une situation météo très compliquée pour les bateaux de tête. Parce que sinon on restera dans cette bataille à 3 et derrière les concurrents ne les reverront jamais. Mais Thomas Ruyant doit quand même regretter il s'est raté ici, Thomas Ruyant. La fin de l'Indien, il s'est raté dans la fin de l'Indien et le début du Pacifique. Et ça lui coûte très cher. Surtout, ça doit être très frustrant pour lui quand il voit ce que fait Johan Richaume. Ça doit être très dur à vivre, je pense, mentalement. Parce qu'il voit Johan Richaume s'envoler et lui, il n'arrive pas à s'envoler, quoi. Alors, encore une fois, on va voir dans les heures à venir si je me trompe ou pas, mais la situation n'est pas favorable derrière. Hein, donc, c'est compliqué, c'est très compliqué. Voilà, là vous voyez encore pas mal de manœuvres. Alors après ça va descendre. Après il faut espérer qu'il y ait du vent. Si on regarde dans 80 heures. Ouais, il faut espérer là, ça. C'est-à-dire beaucoup de vent et très difficile de franchir le Cap Horn. Ouais, ce qui va peut-être être le cas pour les bateaux de tête. C'était un Cap Horn qui va pas être facile à franchir. Et donc ça va peut-être faire... ils vont peut-être être obligés de freiner, ce qui pourrait aider les bateaux de derrière. Mais à part ça, je vois difficilement comment ils vont s'en sortir. Mais ça va être comme ça. Et après, s'il y a beaucoup de vent, ça veut dire que... Ouais, là j'ai plus la situation météo dans 90 heures, mais ouais, il faut attendre qu'il y ait beaucoup de vent. Là. Parce que ça peut vraiment bloquer le passage. Encore une fois, je rappelle que le passage du Cap Horn, c'est là où c'est le plus étroit. Cap Horn, il y a à peine 100 000 quasiment. Si on prend le bout du Cap Horn ici, sachant qu'on ne peut pas s'approcher du bord. Hein, et ici, il n'y a même pas 100 000 à chaque fois. Donc c'est extrêmement réduit en largeur.
Donc tu peux pas passer n'importe où, et s'il y a trop de vent, c'est bloqué, donc tu es obligé d'attendre. C'est la seule chose qu'ils peuvent espérer, Thomas Ruyant et les autres, c'est que ça bloque au Cap Horn et qu'ils soient obligés de freiner. Mais sinon, ça va être très compliqué de revenir devant, hein. Avant l'Atlantique Sud, et après, il faut espérer que dans l'Atlantique Sud, il y a vraiment des conditions très difficiles pour les 3 de tête et que derrière, ça aille très vite et que ça bombarde. Donc, ça reste difficile. Mais ouais, là, cette journée, elle coûte cher parce que, en fait, ils ont pas réussi à revenir. Ils perdent beaucoup aujourd'hui. Tu vois, Paul Meillat, il est à 1300 000 quasiment, 1340 000. Aujourd'hui, Boris Herman aussi, c'est un peu pareil. Donc là, ça commence à faire beaucoup, hein, parce que si tu calcules que les bateaux vont aller entre 450 000 et 500 000, ça c'est quand même des moyennes, on va dire qu'ils arrivent à tenir. 500 000, ça veut dire que là c'est 2 jours et demi de navigation de retard pour un Boris Herman. Donc ça commence à faire beaucoup, et en fait c'est entre 2 jours et demi, 3 jours de retard. Ouais, ça commence à être compliqué de revenir pour le moment. Donc les écarts se font. Thomas Ruyant, c'est pas encore perdu, encore une fois. Jérémy Bayou, j'irai non. Mais il va pas falloir perdre plus de temps. Il va falloir vraiment réussir à revenir demain ou après-demain. Parce que sinon, si l'hémorragie ne s'arrête pas, ça va commencer à être très, très, très compliqué. Bon, on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans les dernières heures. On va commencer avec notre ami belge, Denis Van Winberg. Eh bien, Denis, qui ferme la flotte pour le moment, qui a pas trop perdu, on va dire, aujourd'hui. Il est un peu perdu, mais bon, il a essayé quand même de stabiliser l'écart. Eh bien, Denis, il a eu des petits soucis donc, de girouette. On vous en avait parlé lundi. On en a appris plus sur sa réparation. Il a fait une petite vidéo pour Ouest France. Et en fait, il a dit qu'il n'a pas vraiment réparé. Il a trouvé une solution de secours et il sera obligé de la garder quasiment jusqu'au bout. Parce qu'en fait, donc, il avait un problème de girouette. Il a installé une girouette, il en a installé une deuxième au sommet. Sauf que ça marchait toujours pas, la girouette. Et en fait, ils ont compris que le problème était certainement dû à un câble qui passe à l'intérieur du mât, qui permet de transmettre, enfin, qui permet à la girouette de transmettre les informations techniques aux ordinateurs, et qui doit être cassé, enfin qui ne fonctionne plus ce câble. Donc, pour réparer, ce qu'il a fait Denis Van Winberg, eh bien, c'est qu'il a fait une sorte de mât de secours à l'arrière, on va dire. Il a fait une petite tige, voilà, il a mis un petit tuteur, on va dire, à l'arrière de son bateau. Une petite tige, voilà, un petit peu en l'air, on va dire à 2 mètres de haut, 3 mètres de haut. Pour pouvoir mettre sa joëlette et que ça apporte les informations au bateau. Donc il fait de cette manière-là, il dit grosso modo ça marche à 80-85%, il a fallu adapter les réglages. Pourquoi c'est important aussi d'avoir une joëlette qui fonctionne, c'est qu'elle sert aux pilotes automatiques. Les pilotes automatiques modernes sont tellement bien faits qu'ils arrivent à s'adapter au vent. Voilà. Donc voilà, ça permet vraiment de remplacer le conducteur. Et le problème, c'est que s'il n'a pas cette information-là, il a du mal à fonctionner. Donc ce qui obligeait voilà, à rectifier la trajectoire très régulièrement pour lui. Donc il a fallu 2-3 jours pour s'adapter, d'où des moyennes qui étaient un petit peu inférieures à Amedeo et à Manuel Cousin. Mais désormais, c'est réglé. Donc ça se passe mieux. Voilà pour Denis Van Winberg. On passe à Pip Air. Pip Air, toujours en train de remonter vers l'Australie. Pas avant le 24-25 décembre, je pense que très clairement. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne fait rien sur son bateau. Elle s'est lancé un défi avec son frère. Son frère lui a dit, cap ou pas cap, d'essayer d'aller à 10 nœuds avec un mât de secours avec son gréement de fortune. Eh bien, c'est ce qu'elle essaye de faire. Donc, elle essaye de tout optimiser avec sa trinquette. Elle a fait du bricolage, ce qui lui permet aussi de penser à autre chose, il faut bien le dire. Alors, elle, la situation se dégage un petit peu, vous voyez, parce que là, il y a un petit peu de vent d'eau dans les heures à venir. Donc, ça devrait lui permettre d'avancer un petit peu avant que la dépression lui passe un peu sur elle. D'essayer donc toujours d'avancer par là, parce que c'est un peu son objectif dans les heures à venir. Mais ça va pas être évident du tout
pour Pip Air dans les heures à venir, mais ça va être son objectif. Donc voilà, Pip Air qui continue de travailler, de toute manière, elle dit qu'elle travaille énormément aussi pour tout ce qu'il y a à préparer en fait à terre, c'est-à-dire en Australie, donc préparer les hébergements, préparer les billets d'avion, tout préparer pour essayer de perdre le moins d'argent possible, donc éviter qu'il y ait des gens qui attendent pendant 5 jours en Australie, et en même temps que les gens soient là à son arrivée aussi, donc préparer l'arrivée au port, enfin voilà, il y a plein de choses à préparer en ce moment pour Pip Air, donc c'est pas tout calme du tout. On poursuit avec Antoine Cornic, donc voilà, qui s'est rapproché de la zone d'exclusion des glaces. Antoine Cornic qui est en train de réparer, il disait qu'il en profitait, il est dans une situation qui est un petit peu plus calme pour le moment, car il a un problème de vérin de pilote automatique, c'est-à-dire qu'il a un problème de vérin en fait sur son deuxième pilote automatique, le vérin numéro 2, donc je pense que c'est du pilote automatique numéro 2, c'est ce que j'ai compris ça de cette manière du côté d'Antoine Cornic. Et donc il a un vrai problème de vérin, parce que le vérin permet de faire fonctionner la barre, et en fait c'est ce vérin qui remplace Antoine Cornic, c'est ce qui permet en fait à Antoine Cornic de ne pas barrer. Et donc si ce vérin ne fonctionne pas correctement, le pilote automatique ne peut pas tenir la barre correctement aussi, donc ne peut pas tenir des trajectoires de manière correcte. Donc là, il est en train de réparer tout ça dans des conditions de mer assez tranquilles. Donc comme il disait, il rappelait cette grande phrase de Michel Desjoyaux, c'est une merde par jour le Vendée Globe. Donc voilà, il essaye de rectifier la situation. On continue un peu plus haut dans le classement avec Damien Seguin, toujours 16e. Damien Seguin qui a fait une vidéo impressionnante de son bateau avec un drone. Alors il faut savoir que pas mal de concurrents, enfin quelques concurrents, pas mal je ne sais pas, mais je dirais quand même une bonne dizaine de concurrents embarquent à l'intérieur de leur bateau un drone pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça permet de faire des belles images, ça c'est vrai que c'est marrant pour la communication, donc ça c'est toujours bien, parce que je rappelle que beaucoup de ces concurrents-là ont des obligations de communication par rapport à leurs sponsors, il y a aussi un intérêt. Damien Seguin par exemple, il faut qu'il parle aux employés d'Apucil pour les motiver, on va dire. Il y a un peu un intérêt comme ça aussi dans certaines entreprises, donc il y a cet objectif-là pour les faire se passionner à la voile. Donc il y a de la communication externe de la part de Damien Seguin sur le site du Vendée Globe, mais il y a aussi de la communication interne, donc interne à l'entreprise, interne au projet groupe Apicil. Mais surtout, ça permet de voir également l'état du bateau. Pas mal de concurrents aiment bien faire un petit tour de leur bateau de cette manière-là, notamment pour voir l'état des voiles, notamment l'état du mât, l'état de la structure au niveau du mât, s'ils peuvent s'approcher un petit peu, et voir comment l'allure du bateau également. Ça permet voilà, de faire tout ça, donc Damien Seguin l'a bien montré, et je pense que ça a l'air d'aller un peu mieux avec son genou, parce que là, voilà, on n'a pas l'impression que sur la vidéo, quand il récupère son drone notamment, on n'a pas l'impression qu'il y ait de gros gènes au niveau du genou, donc peut-être que ça va de mieux en mieux pour Damien Seguin. Je précise aussi que tous les concurrents qui ont eu des problèmes hier, que j'ai cités hier, notamment Violette d'Orange, notamment Paul Meillat, aussi, ou Isabelle Yoshke qui devait faire des réparations au Louis-Duc, eh bien là, je n'ai pas d'informations supplémentaires à vous communiquer. Pour le moment, donc si les réparations se sont bien passées, si les réparations sont un petit peu difficiles, pour le moment, je n'ai pas d'informations supplémentaires. Je peux juste vous dire que Samantha Davis, elle a un peu plus parlé de certaines informations. Samantha Davis, donc elle disait... Alors elle se plaint un petit peu parce que c'est des conditions qui étaient très difficiles, surtout quand elle faisait sa vidéo, parce qu'elle était en navigation au près, et comme le disait Athanasio, c'est des endroits où c'est pas fait pour naviguer au près, donc c'est très rude, très difficile. C'est vrai qu'il y avait eu de la navigation au près pour la Vendée Arctique, les sables, donc ces courses qui avaient eu lieu pendant la Covid, où on partait navigation au près pour monter très au nord. Et c'est vrai que vous voyez à l'intérieur des bateaux, c'est pas fait pour naviguer au près, ça tape énormément, c'est très dur dans ce genre de conditions. Et Samantha Davis disait, t'as l'impression de casser le bateau à chaque vague. Et même avec sa chaise de veille, qui est pourtant montée sur un ressort
sur un amortisseur de VTT, comme beaucoup maintenant sur les bateaux modernes à foil, et bien même avec ça, ça n'encaisse pas tous les chocs, donc elle prenait un petit peu au niveau du dos. Mais Samantha Davis disait, bah, grosso modo, Clarisse Kremer, son retard qu'elle a pris, bon, ça c'est son problème de mini boots qui s'est cassé. Elle, son problème, c'est son blackout. Alors c'est vrai que je vous en avais pas parlé parce que j'avais pas eu l'information. Qui pourtant aurait dû être sur le site du Vendée Globe, je suis désolé, mais c'est quand même une information majeure, et le site de Vendée Globe est un petit peu à la rue de ce côté-là. Donc quelqu'un me l'avait mis dans les commentaires parce qu'il suivait la page du site internet d'Initiative Cœur, et donc m'avait transmis l'information, je le remercie. Donc il avait expliqué voilà, qu'elle a eu un blackout pendant de très nombreuses heures, donc des problèmes électriques, donc un petit peu comme Thomas Ruyant, obligé de barrer à la main et essayer de trouver la solution au problème. C'est le temps qui a fait qu'elle a un peu reculé au classement dans le groupe Boris Herman, et ce qui fait qu'elle a dit grosso modo, bah, si elle n'avait pas perdu le temps au moment du blackout, elle serait avec Justine Métro, elle serait avec Boris Herman. Mais le souci, c'est qu'elle a perdu du temps à ce moment-là, ça lui a coûté très cher. Je pense aussi que du côté de Samantha Davis, ce qui lui coûte très cher, c'est son tout début de course. Pour ceux qui s'en souviennent, les 2-3 premiers jours où elle était aux alentours de la 30e place, 32e, 33e place, c'est vrai que sur ces 4-5 premiers jours de course, elle était très très loin au classement. J'avais même dit c'est assez surprenant. Et je pense comme Isabelle Yoshke, ce début de course s'est payé un peu cash aussi au moment de prendre la dépression du côté du Cap de Bonne-Espérance, parce qu'elle était un petit peu derrière Johan Richomme, et ça lui coûte très cher à ce moment-là aussi. Donc je pense que ces deux situations-là ont coûté très cher à Samantha Davis, qui en ce moment ne fait pas des moyennes exceptionnelles. Mais c'est pas simple. Et puis Justine Métro, remplacement de désalinisateur. Elle a utilisé le désalinisateur de secours qu'elle a installé, car son désalinisateur numéro 1 fuit au niveau d'une des bagues. Il y a un joint qui est sorti au niveau du désalinisateur, donc forcément quand elle l'utilisait, ça mettait de l'eau un petit peu partout. Donc il fonctionne, on va dire, son premier désalinisateur, il faisait encore de l'eau, mais il y avait une grosse fuite, donc il fallait éponger dans le fond de coque, donc c'est pas hyper agréable. Donc elle a décidé d'utiliser son désalinisateur de secours. Voilà, du côté de Justine Métro, qui en ce moment fait des bonnes moyennes, mais ça on y reviendra en toute fin de vidéo. Charlie Dalin, toujours en tête pour le moment du côté de Charlie Dalin, 457 000 de parcouru, mais Johan Richomme se rapproche. Alors vous voyez que les écarts là se sont un petit peu agrandis, pourtant Johan Richomme est quasiment à 500 000 parcourus dans la journée, c'est lui qui a fait le plus de 1000. Alors vous allez voir un truc que je vais vous montrer. Hier, donc à 19h, quand on fait le point de 19h, il y a 55 000 de retard entre les deux. À ce moment-là, Charlie Dalin et Johan Richomme ont fait pas mal de petites jibes, alors que Sébastien Simon est parti un petit peu plus nord, ce qui n'a pas forcément été d'une grande efficacité. On s'aperçoit que l'écart se réduit à midi et demi à 21 003 entre Charlie Dalin et Johan Richomme, écart qui est même passé à 15 006 à 15h, alors qu'à 19h, il y a 33 002. Pourquoi il y a 33 002? Tout simplement parce que je vais vous reprendre une carte du monde. Eh bien, lui, il est un petit peu plus bas, donc il fait un petit peu moins de chemin que Johan Richomme. Voilà, donc c'est ce qui fait la petite différence. Mais en réalité, si on regarde... Ah oui, ça m'a tout éloigné, dis donc. Si on regarde sur un plan classique de Est-Ouest, hop là, si on prend comme ça, on prend l'avant du bateau pour le mettre à peu près au niveau du Johan Richomme, vous voyez que l'écart est de 19 000, 20 000. Donc c'est un écart beaucoup plus resserré que ce nous montre un petit peu le classement dans la réalité. Si on prend la distance, voilà, par exemple, par rapport au Cap Horn, Charlie Dalin et Johan Richomme sont beaucoup plus proches, si le but c'était le Cap Horn. Ce qu'on peut voir également, c'est que Johan Richomme va vite, 87 000 parcourus sur les 4 dernières heures. Mais Charlie Dalin va un petit peu plus vite. Là encore, 90 000 sur les 4 dernières heures. C'est lui qui va le plus vite sur les 4 dernières heures. Derrière,
Sébastien Simon n'arrive pas à tenir la cadence pour le moment. Je pense que le fait d'avoir un foil en moins fait que ses moyennes ne sont pas exceptionnelles, on peut le dire, hein, 380 000. Et ça commence vraiment à s'échapper devant. Et surtout, ça se rapproche un peu de derrière parce qu'il a plus que 700 000 d'avance sur Thomas Ruyant. Donc on voit qu'il commence un peu, il va peut-être commencer un petit peu à regarder derrière parce qu'on voit que dans ces conditions-là, c'est difficile. Et je rappelle que Sébastien Simon, lui, il va perdre beaucoup de temps dans la remontée de l'Atlantique parce que c'est le foil qui aurait aidé dans la remontée de l'Atlantique. Donc là, c'est un vrai problème pour Sébastien Simon. Et là, il perd un petit peu de temps et je pense que c'est premièrement l'option un petit peu plus nord qui n'a pas forcément été efficace dans les dernières heures. Si on regarde ça, hop, là, vous voyez, il est monté très nord, sauf qu'il n'a pas forcément eu des conditions bien meilleures que ses petits camarades de l'autre côté. Et ensuite, eh bien, un bateau peut-être un peu moins équilibré en ce moment dans ces conditions-là. Donc voilà, peut-être des réglages qu'il a du mal à trouver. Donc, ce qui fait que la situation est loin d'être évidente pour lui. On retrouve ensuite le groupe Thomas Ruyant, mais vous voyez là avec des moyennes qui sont bien inférieures. On est à 400 000, c'est quasiment 100 000 de moins que Johan Richomme pour le moment pour Thomas Ruyant, ce qui fait que l'écart a augmenté, 859 000. C'est pareil pour Lunven. Et pour Bayou, Bayou qui va même pas très vite en ce moment par rapport à Lunven et par rapport à Ruyant. Les deux sont quasiment à 400 000. C'est plutôt 350 000, 360 000 voilà, de parcouru pour Jérémy Bayou. Et vous voyez avec pas mal de petites manœuvres faites dans les dernières heures. C'est encore plus compliqué pour Bestaven. Seulement 330 000 de parcouru, même s'il a retrouvé un petit peu de vitesse par rapport à ses camarades. Hein. Il va plus vite que Jérémy Bayou, que Nicolas Lunven. Et également que Thomas Ruyant, mais sur les 24 dernières heures, les moyennes n'ont pas été exceptionnelles. Mais là, ça commence à carburer un petit peu pour Bestaven qui va peut-être réussir à reprendre un petit peu son retard parce que Bestaven a 150 000 de retard sur Bayou et 200 000 sur Thomas Ruyant. Derrière, on retrouve Boris Herman, 351 000 parcourus sur les 24 dernières heures. Paul Meillat 350 000 et Sam Goodchild 337 000. Vous voyez que Sam Goodchild a toujours un petit peu plus de mal à tenir les cadences des deux concurrents de devant. Je rappelle quand même que Sam Goodchild est le seul de la génération des bateaux de génération 2020 à réussir à être dans le top 10, qui vous montre quand même les différences de performance entre les bateaux. Un petit peu quand même. Surtout, je trouve les performances entre la génération 2020 et la génération 2024 où je m'attendais pas à ce que je m'attendais à ce que les bateaux génération 2024 arrive quand même à rentrer dans le top 10. Je suis assez surpris, alors certains diront c'est les marins, moi je pense quand même qu'il y a une grosse différence au niveau des bateaux parce que je trouve que dans les conditions difficiles, ça tape moins sur les bateaux génération 2024 par rapport à ce qu'on voyait en 2020, sur les images de bord notamment, où ça tapait beaucoup plus. Je trouve que même si les conditions sont difficiles, quand on voit Johan Richomme faire une vidéo avec 7 mètres de mer, ça c'était pas possible avec les bateaux de génération 2020. Donc je trouve ça assez surprenant. Boris Herman, dès qu'il est dans une zone de transition, il a quand même du mal à faire des grosses moyennes, mais là il tient quand même la cadence par rapport à ses deux petits camarades. Et puis on a Justine Métro qui va quand même à 425 000, donc qui est revenu un petit peu dans ce classement par rapport à Boris Herman, mais par rapport à ses petits camarades derrière. Donc devant, dans le groupe dans le deuxième peloton, on va l'appeler comme ça, vous avez dans le troisième peloton, pardon, Clarisse Kremer qui a du mal à avancer comme Samantha Davis, 266 000 et 259 000, c'est quand même un petit peu mieux que Benjamin Dutreux, 163 000 seulement sur les 24 dernières heures avec 6 nœuds 8 et que Romain Attanasio 209 000 aussi. Donc c'est compliqué pour les deux. Il disait que c'était très compliqué avec la houle. Romain Attanasio disait que c'était un enfer avec la houle. Et puis Damien Seguin, on en parlait hier. Hier, il avait des bonnes moyennes, mais là, il est rentré dans la zone de molle. Donc c'est compliqué. Rentrer dans le Pacifique pour ce petit groupe-là, avec Benjamin Ferré notamment. Pour le moment, 358 000 de fait pour Pédoté, mais vous voyez les moyennes sur les 4 dernières heures, 44,5, 42,3 et 32,8 pour Isabelle Yoshke, qui je pense est en train de réparer. C'est également compliqué pour Jean-Lucas, mais il s'en sort un peu mieux avec son bateau à dérive droite. Dans ces conditions-là, Benjamin Ferré, lui, a encore du vent avec une journée à 360 000.
Donc un petit peu meilleur, encore une fois que Jean Le Cam, 20 000 de récupérer dans l'affaire. Derrière, eh bien, on retrouve toujours Tanguy Le Turquet qui va quasiment à 400 000, mais lui il a encore du vent, Tanguy Le Turquet, donc c'est lui qui lui permet de revenir un petit peu de l'arrière. Et ceux qui vont revenir de l'arrière, c'est pas trop Sébastien Marseille qui est à la limite d'une zone de bol, hein, comme vous pouvez le voir. C'est peut-être plus Louis Duc, mais qui est en train de réparer en ce moment. Mais peut-être Éric Bédion, 362 000 de parcouru. Arnaud Boissière, 364 000 de parcouru. Conrad Coleman, encore une belle moyenne à 343 000. Et Violette d'Orange qui vont tenter de revenir de l'arrière, parce que eux, s'ils continuent à avancer à 300 000 en 24 heures et que devant, on avance qu'à 150 000 en 24 heures, ça va leur permettre de reprendre 150 000 dans l'affaire. Et puis vous voyez Guirec Soudé, qui est le bateau à dérive droite, qui va le plus vite en ce moment. Ecogiro Shirashi, ça va pas mal vite aussi, avec 381 000, mais 415 000 quasiment de parcouru pour Guirec Soudé. Donc Freelance fonctionne encore quasiment à pleine boule. Et ça c'est intéressant parce que Freelance, il s'en est pris des vagues dans la gueule. Donc Guirec Soudé s'en sort très bien. Et puis derrière on retrouve donc Antoine Cornic dans du vent un petit peu plus faible. Et puis un petit peu plus de manœuvre. Et puis Oliver Air devant. Enfin à l'arrière, pardon, le petit groupe de 3 avec notre ami Jin Kun Xiu également qui va commencer à trouver dans des contrées qu'il connaît bien. 287 000 de parcouru, 304 pour Cousin, 315 pour Fabrice Amédéo et puis Denise Van Winberg, 306 000. Pas beaucoup d'autres informations à vous dire aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu tant de vidéos que ça. Et même au niveau des vacations, on n'apprenait pas grand chose à part qu'Antoine Cornic avait croisé un Norvégien qui faisait le tour du monde. Et ça faisait depuis 111 jours qu'il n'avait pas croisé de monde. Donc la solitude, c'est quelque chose d'important sur toutes ces courses-là. Et Charlie Dalin disait, même en parlant de la solitude, qu'il s'en sortait mieux qu'il y a 4 ans. Il trouvait dans ce domaine-là, c'est-à-dire que la solitude ne le gênait pas, alors que là, 4 ans, il disait qu'il avait un peu souffert de ça. Là, il a son rythme dans le bateau, il disait que ça, c'est vraiment un truc où il a progressé au niveau mental sur les 4 dernières années. On va parler tout de suite des statistiques sur les 24 dernières heures. Johan Richomme est en tête, donc avec 498 000 de parcouru. Devant, donc Charlie Dalin, mais il y a quand même 40 000 d'écart entre les deux, ce qui fait quand même quasiment 80 km. Voilà, et puis Justine Métro est 3e, donc bonne journée pour Justine Métro. Guirec Soudé, donc premier bateau à dérive droite, qui se retrouve 4e. Alors j'ai une fausse information, j'ai Louis Burton, mais je pense que le bateau est reparti pour la France, donc ça me met une fausse information. Donc 4e Thomas Ruyant, 5e Nicolas Luneven, mais qui sont déjà à 100 000 de Johan Richomme. Tanguy Le Turquet, lui, est donc 7e de ce classement. 8e, Kojiro Shirashi. 9e, Sébastien Simon. Du côté des moyennes sur les 24 dernières heures. Et puis, on regarde l'écart entre Denis Van Wenberg et Charlie Dalin. 6 279 000 de retard, ce qui correspond à 11 628 km. Donc, on a un peu arrêté l'hémorragie quand même du côté de Denis Van Wenberg. Et puis, Armel Lecléache, on est toujours en avance par rapport au record d'Armel Lecléache, 770 000, c'est-à-dire 1427 km. Donc l'avance a gonflé sur les 24 dernières heures d'à peu près 200-250 000 de tête par rapport à ce que je vous disais hier. Le Jules Verne, comment ça se passe du côté du Jules Verne pour la tentative d'SVR Lazartigue? Hier, il y avait de l'avance. On avait une centaine de mille d'avance. C'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui. Si on regarde bien sur les dernières heures, il y avait de l'avance hier. Là, aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué au niveau de l'avance, mais on voit que ça continue à avancer vite et on est quand même mieux que lors de la première tentative où je rappelle qu'à ce niveau-là, SVR Lazartigue, il y avait plutôt 120 000, 130 000 de retard. Là, il n'y a que 43 500 et on est plutôt en train de rectifier le tir même dans les prochaines heures. Vous voyez avec de nouveau du vent fort, c'est juste qu'il y a eu 2 stratégies différentes. La stratégie de Francis Joyon était beaucoup plus est que la stratégie de François Gabard. Donc ce qui fait que François Gabard s'est un petit peu éloigné de la route idéale, comme je vous parle souvent. Donc cette route idéale ici, donc forcément, il s'est un peu éloigné de la distance par rapport au but. Donc, ce qui a fait des petites différences. Mais vous voyez qu'en vitesse, on est à 34,2 sur la VMC et 35 de moyenne de vitesse. Donc c'est excellent en ce moment
Et c'est surtout plus rapide que ce que faisait au même moment Francis Joyon. Voilà, sur ces 4 dernières heures, si on prenait à la même époque. Thomas Coville, lui, va partir ce soir, normalement, enfin dans la nuit de vendredi à samedi. Donc on aura les informations demain du côté de Sodebo, qui devrait donc s'élancer dans les prochaines heures. Sodebo, on va rappeler l'équipage de Sodebo. Pour pas vous tromper au niveau de l'équipage. Thomas Coville et ses équipiers. Donc on rappelle les équipiers de Thomas Coville: Frédéric Denis, Pierre Le Boucher, Léonard Legrand, Guillaume Pierrouel, Benjamin Schwartz et Nicolas Troussel qui avait fait le Vendée Globe avec Corum l'épargne il y a 4 ans. Donc voilà, ces concurrents-là, donc ils sont un de plus que sur le bateau SVR Lazartigue, vont partir donc dans la nuit de vendredi à samedi. Donc il y aura un décalage à peu près de 24 heures, 36 heures entre la tentative de SVR et la tentative de Sodebo. Donc ça va être intéressant à suivre cette bagarre du Jules Verne, et on espère surtout que ça va tenir plus longtemps qu'il y a 2 semaines et demie où ça a été un petit peu court, on va pas se mentir. Donc nous on aimerait que ça tienne les 40 jours et avoir la bagarre à distance entre ces 2 bateaux. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao ciao!